lancement des actes du colloque « Regard croisé sur l'œuvre de Jean-Marie Gustave Leclésio », publié aux presses universitaires. Merci de vous être déplacés pour l'événement. On se souviendra que le 6 octobre 2020, l'université avait célébré les 50 ans de la francophonie ainsi que les 80 ans de Leclésio en collaboration avec Dr Issa Asghar-Ali, initiateur du projet du colloque et président de la séance de débat, dans un cadre plus large d'une semaine consacrée au prix Nobel de littérature 2008. Les participants à ce colloque étaient Sarojini Bsesa Asghar-Ali, Robert Furlong, Dr Davina Itu, Dr Shivani Rajkumar et moi-même. Jayant Thiruvengadam, quant à lui, avait présenté le texte de feu maître Hervé Lassémillante. La journée consacrée à ces regards croisés et divers, à ces lectures revisitant l'écriture de Jean-Marie Gustave Leclésio, avait été intense, du soufisme à l'éco-critique, en passant par les philosophies védiques, les veilleurs de génie qu'est l'écrivain, l'importance de la mémoire et l'admiration réciproque entre Jean-Marie Gustave Leclésio et Malcolm de Chazal. À peine le colloque terminé, nous avons reçu des appels et des mails du public présent, comme d'amis et de collègues d'ici et d'ailleurs, pour lire les textes des intervenants. C'est ainsi que le lendemain, ma collègue, Dr Shivani Rajkumar et moi-même, les coordinatrices du colloque, avons fait une requête au vice-chancelier pour la publication des actes par les presses de l'Université de Maurice. Sa réponse positive fut presque instantanée et nous tenons à le remercier de son soutien indéfectible. Avec Issa, Shivani et moi avons recueilli et édité les textes des intervenants. Cette collaboration à trois a été une excellente expérience, riche en émotions, surtout avec le deuxième confinement de 2021 venant bouleverser nos cours en mode hybride à l'université, devant basculer du jour au lendemain exclusivement en mode virtuel. Nous avons ainsi pris le temps de réviser les textes, d'harmoniser leur présentation, avant qu'ils n'aillent sous presse chez M. Adjuda et Mme Madhvi Armuger. Et voilà finalement, une année après le colloque, les actes en sont fin prêts. Je tiens à remercier Dr Issa Asghar-Ali pour ce beau projet et l'œil du correcteur qui le caractérise, Dr Shivani Rajkumar, enseignante-chercheur en English and Cultural Studies à l'université, pour sa passion et ses idées pointues tout au long de ce travail, les auteurs et les contributeurs pour leur professionnalisme et leur belle plume. Le lancement des actes du colloque s'inscrit également dans le cadre de la semaine de l'innovation à l'université et un des éléments novateurs pour notre livre, si l'on peut dire, est sa disponibilité en version papier aussi bien que numérique. Leclésio, soulignons-le, est d'avis que le numérique est l'un des meilleurs moyens de permettre aux jeunes de lire aujourd'hui. Alors pourquoi les éloigner de l'écran, dit-il. Bon, je ne voudrais pas trop anticiper et je vais laisser le soin au Dr Asghar-Ali et au vice-chancelier de vous parler de l'ouvrage. Sans plus tarder donc, je vais inviter Dr Issa Asghar-Ali à nous adresser la parole. Je voudrais vous présenter brièvement les actes du colloque Regard croisé sur l'œuvre de J.M.G. Leclésio avant de vous lire un petit texte que j'ai écrit pour une lecture scénique de quelques extraits de ses livres de fiction et de non-fiction. D'abord les discours, les interventions réunies dans ce livre publié par les presses de l'Université de Maurice. Dans son discours de bienvenue, le vice-chancelier, le professeur Daniel Jury, rappelle que J.M.G. Leclésio, que j'appellerai J.M.G., est un fervent défenseur de l'environnement naturel et de l'équilibre écologique de l'univers. Comme le souligne le Vici, je cite, « les thèmes écologiques, les catastrophes environnementales, l'interdépendance des éléments écosystémiques, la protection de la biodiversité, l'équilibre et l'empreinte écologique, la pollution, les changements climatiques et les enjeux écologiques, l'éthique et la responsabilité environnementale sont bien présents dans ses œuvres et dans ses discours. » Fin de citation. Je voudrais vous signaler ici que à l'heure où je vous parle, Jean-Marie donc, le prépare à quitter Paris, viendra donc, pour présider le prix Jean Fanchette et le résultat sera annoncé par lui
ce lundi. Et vendredi, vendredi de la semaine prochaine, le 29, il y aura une rencontre avec les élèves de tous les collèges de Beaubassin-Rosil, à la mairie, évidemment, de Beaubassin-Rosil. Et le thème qu'on a choisi, c'est lui et moi, c'est la dernière déclaration de Greta Thunberg, il n'y a pas de planète B. Alors il m'a dit c'est un beau thème et il est donc très enthousiaste. Et donc on va réunir 100, pas plus malheureusement, élèves de tous les collèges de Beaubassin-Rosil. Alors j'ai dit qu'il faudrait que les élèves qui viennent et le prof, 3 élèves et un prof par collège, soient vraiment motivés et qu'ils soient un peu les futurs, enfin, petits Greta Thunberg. Et que l'enjeu très important, c'est qu'il n'y a pas de planète B, on dit qu'il y a toujours plan B, plan C, et ici donc il n'y a pas de planète B, ça veut tout dire, avec un point d'exclamation tout de même. Hein. Alors, l'ambassadrice de France à Maurice, Madame Florence Cossé-Tissier, dans son discours cite d'abord JMG, je cite, « Je n'ai jamais autant cherché que cela en écrivant, communiquer avec les autres », fin de citation. Et elle ajoute, je cite, « Voilà le sens qu'il donne à son travail, à la littérature. Voilà ce qui nous rassemble plus particulièrement aujourd'hui. Les romans, les contes, le théâtre, la poésie sont autant de passerelles entre l'imaginaire et le réel. La magie des mots nous enrichit les uns les autres. Elle ouvre à l'infini des fenêtres sur le monde, où il est question de rencontres, de vibrations, de sensations. Le Clézieux, écrivain, voyageur, nous tend la main pour devenir des explorateurs de culture. Fin de citation. Dans son discours d'ouverture du colloque, le président de la République, M. Friedrich Ruppen, lance un appel émouvant aux jeunes. Je cite, « La science et la technologie sont certes incontournables pour le progrès des sociétés et des civilisations. Mais sans littérature, sans culture, ce progrès demeure incomplet. Les écrits et les livres nourrissent notre âme et apportent cet équilibre nécessaire à l'humanité qui se sent souvent submergée d'heures de travail, dépassée par les systèmes rigides. La lecture pousse à l'introspection et apporte la sérénité, pouvant ainsi contribuer à la paix sociale. Alors, en cette ère de pandémie, je vous conseille de lire ou de relire La Quarantaine de JMG Le Clézieux. Lisez Le Chercheur d'or. Lisez Voyage à Rodrigue. Fin de citation. Dans son intervention, Dr Davina Itou, auteur de La Proscrite et de Misère, fait une lecture de Jean des Nuages, de Gémia et Jean-Marie Le Clézieux, à la lumière de certains textes de penseurs soufis, en particulier Rumi. Elle rappelle que le livre est le récit d'un voyage vers la Saguya El Amra, une vallée à l'extrême sud du Maroc, d'où est originaire Gémia. Je cite, « Pour aller dans ce pays-là, nul besoin de cadre ou de réflexion approfondie. » Rumi disait que le chercheur vend l'intelligence. Mais savent-ils seulement qu'ils sont des chercheurs? Savent-ils que le voyage vers les origines deviendrait pèlerinage? Ils le pressentent. Depuis le commencement de ce voyage, il nous est devenu évident que nous progressions vers cette dimension nouvelle. Pour accéder à cette dimension nouvelle, il faut d'abord sortir de la torpeur, du sommeil, de la léthargie spirituelle. Fin de citation. C'est cette progression que Dr Itou s'attache à décrire en mettant en parallèle des extraits de Jean des Nuages et des pensées soufis. Sarojini Bisesar Asgarali, auteur de Discovering Your True Self in Sadhana, fait elle une lecture de plusieurs romans de JMG Le Clézieux en les confrontant aux mythologies et aux philosophies de l'Inde. Comme elle le dit, l'œuvre, me semble-t-il, est bâtie sur une remise en question profonde de soi, la relation de l'individu avec l'univers, une recherche de l'unité, une perpétuelle quête de l'harmonie,
menant à la perfection. L'aventure littéraire de Leclésio ressemble à un long fleuve qui heurte ses rives, non pas pour être cantonné entre les deux, mais pour prendre conscience une nouvelle fois, à chaque instant, qu'il dispose d'une ouverture sans fin vers la mer. Fin de citation. Dans son intervention lue par Giayen Giovanni Adon, Feu, maître Hervé La Sémillante, rappelle que JMG, citant le poète persan Rumi, disait lors d'une interview dans le programme télévisé Italique que la vie investit parfois une personne d'une mission d'éveilleur de conscience. Je cite: cette tâche consiste à attirer notre attention sur les aspects essentiels de l'existence. Une lecture de ces livres, essais, discours et interviews, ainsi que les œuvres exégétiques de Masao Suzuki et de Gérard de Coutances peuvent nous mener à la conclusion que ce rôle d'éveilleur pourrait avoir échu à JMG. Fin de citation. Les thèmes récurrents de ses écrits, souligne Hervé La Sémillante, sont entre autres la recherche de soi, le dénuement, l'accès à une cognitivité nouvelle, le rejet de la propriété, l'enfance et le sens de la culture. Leclésio n'est pas qu'un écrivain engagé, malgré ses articles occasionnels sur des sujets humains, sociaux et politiques, tels que le déplacement forcé et l'exil des Chadossiens. Une introspection grandissante parcourt son œuvre et sa vie, aspire au dépassement rigide de la pensée et de la perception ordinaire. Ainsi, l'écrivain participe à un éveil de la conscience. Fin de citation. Robert Furlong, ancien président de la Fondation Malcolm de Chazal, consacre son intervention à l'admiration réciproque de JMG Leclésio et de Malcolm de Chazal. Si ces deux personnalités ne se sont jamais rencontrées, écrit-il, elles ont cependant exprimé par écrit l'admiration qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Je cite: ces textes, séparés dans le temps par une quarantaine d'années, sont pour Chazal deux chroniques publiées dans le quotidien Advance le 7 novembre 1963 et le 20 mars 1964, respectivement, et pour Leclésio, un article paru dans le numéro spécial Chazal de la revue Italique de 2002 et une note de lecture parue dans le supplément littéraire du quotidien français Le Monde. Fin de citation. Examinant Alma de JMG Leclésio, Dr Shivani Rajkumar écrit, je cite en anglais, what I am specifically interested in is how Leclésio borrows from different myths and uses sacred geography, a prominent feature of myths of origins, to reconfigure a metamyth, which could be that of the diverse groups constituting the Mauritian population, and whose ancestors were brought to the island in unequal power relationships. The conceptualization of this metamyth, driven by a reparative and reconciliatory impulse, despite the novel's bleak contents and conclusion, is done at two levels, unfolding in the parallel asynchronous narratives of Jérémy Felsen and his uncle Dominique. Fin de citation. Dr Sachita Sambou, coordinatrice du colloque, définit l'éco-critique puis s'interroge sur sa pertinence dans l'œuvre de Leclésio. Je cite: l'éco-critique met l'accent sur le lien entre l'écologie et la littérature, tout en se penchant sur les œuvres littéraires, à la fois comme un moyen efficace de sensibiliser le lectorat à l'urgence de sauver la Terre et comme des représentations esthétiques de la nature. Partant de ce postulat, nous nous demandons alors, existe-t-il une éco-critique leclésienne? Il semble bien que la réponse soit positive si nous considérons les différentes régions habitées ou sauvages et présentes dans les ouvrages
de JMG. JMG, alors comme arrière-fond, des thématiques relevant notamment du goût pour la couleur, la topographie et la toponymie locale, de la dichotomie entre nature et culture, des correspondances entre l'imaginaire du personnage et le décor socio-historique, aussi bien que géographique, dans lequel il évolue. À la lecture des discours et des interventions, donc 3 discours et 6 interventions présentées au colloque et réunies dans ce petit livre qui sera lancé par le professeur Danja Jerry, on se rendra compte de leur qualité et de leur originalité. Je pèse mes mots, parce que j'arrive parfois à prendre un peu de distance par rapport à mes propres écrits. Ça arrive. Donc j'ai pris le livre et je me suis dit, est-ce que c'est Jean-Marie Le Clézieux qui m'avait dit ça? C'est qu'un livre, bon, on fait le livre pour souvent les sous. C'est un gagne-pain. Les gens aussi font les livres pour la notoriété, etc. Mais est-ce que le livre est utile? Ça, c'est la question capitale. Est-ce que ce livre est utile? Alors, il faut prendre beaucoup de distance par rapport à ce qu'on a écrit soi-même. Alors, j'ai pris le livre, j'ai dit, est-ce que c'est original? Est-ce que ça apporte du nouveau par rapport à tout ce qu'on a écrit sur Le Clézieux? À la maison, il y a plusieurs rayons de livres, et sur lui. Oui, effectivement, je réponds. Oui. Donc ce livre, je pense que dans le monde, il y a beaucoup d'universitaires, de chercheurs qui voudront lire, parce qu'il y a du nouveau. Le soufisme, la philosophie de l'Inde, l'éco-critique, etc. Chazal, Le Clézieux, donc tout ça, ça apporte du nouveau. Par rapport déjà à la masse énorme des écrits sur l'œuvre de Le Clézieux. Alors, voilà, donc le lecteur pourrait lire en parallèle, établir les passerelles entre les interventions, croiser ces différents regards, car l'œuvre est la même. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter maintenant le texte qui pourrait servir d'introduction à la lecture scénique intitulée « Voyage à travers l'œuvre de JMG Le Clézieux », prévu, si tout se passe bien, l'année prochaine au Colin Art Center, avec la participation, entre autres, de Gaston Valerian, dans la salle, Ashish Bissonnuyal, qui n'a pas pu venir, Robert Faudon lui-même, Vinesha Bissonnuyal et Anjani Myrdal. Du voyage de cet enfant de 7 ans, qui part au Nigeria à la rencontre de son père médecin, et qui écrit ses premiers textes dans la cabine du cargo qu'il emporte, à celui de l'homme de 68 ans en route vers la Suède, où il reçoit le prix Nobel de littérature, quel itinéraire! Un itinéraire marqué par le fait que l'écriture n'est pas un simple passe-temps, en marge de la vie, mais est la vie, sa respiration profonde. C'est la raison pour laquelle des romans, des nouvelles, des essais, des articles d'opinion jalonnent cet itinéraire. D'abord l'Europe et la ville natale, Nice, où il est témoin du bombardement de la baie des Anges par l'aviation américaine. Fuite avec ses parents vers l'arrière-pays, Roquebillière, car son père a la nationalité britannique dans la France sous l'occupation. Et après la guerre, retour à Nice et découverte de la magie du cinéma. Thème de son livre Balassini, dans l'appartement qu'il habite après la guerre, grâce à un projecteur Pathé Baby que sa grand-mère installe dans le couloir et un écran improvisé au moyen d'un drap blanc accroché au mur. La ville, la noire pulsion des villes, telle qu'elle est décrite dans le premier roman, Le Procès-verbal. C'est aussi le début de sa quête d'un bonheur au bord de notre civilisation régnante, industrielle et frivole, d'Afrique noire, en particulier le Nigeria. C'est le premier voyage hors de l'Europe, ce qui donne un roman, Onitsha,
et un récit biographique, l'Africain, où on retrouve un gamin embarqué pour l'Afrique avec sa mère. Dans le premier, c'est Fintan Allen, 12 ans, qui va rejoindre à Onitsha, petit port fluvial, son père, qui travaille pour la United Africa. Et dans le second, un gamin de 7 ans, qui va, avec sa mère et son frère, découvrir à la fois son père, médecin de Brousse, en fait c'est le docteur Raoul de Clésio, et l'Afrique. L'Afrique encore, mais c'est maintenant le Maghreb, après la publication de Désert, d'une beauté aussi illimitée que le désert, selon Bernard Pivot. Sa femme Gémia, d'origine marocaine, le guide dans le désert du Sahara occidental. Jean des Nuages, c'est le journal du voyage qu'il fait avec elle vers la Sagua El Amra, territoire des nomades, Haru Siyin, où les noms d'une légende ancienne prennent un sens nouveau. Les femmes bleues, l'assemblée du vendredi, les Chaufa, les Ait Tumal, le peuple du chameau, et les Ael Mouzna, les gens les nuages, à la poursuite de la pluie. L'Amérique centrale, bien sûr. Entre 1970 et 1974, il séjourne chez les Amberas et les Wonanas, dans la province du Darwinien au Panama. Lors de son dernier séjour, comme le rappelle Tristan Savin, la pirogue de l'écrivain essuie les coups de feu de certains narcotrafiquants qui ont massacré les habitants du Haut-Fleuve. Enseignant à Albuquerque, Nouveau-Mexique, il s'installe dans l'État mexicain de Michoacán et traduit les textes fondateurs de la mémoire indienne, la relation de Michoacán et les prophéties du Chilam Balam. Ses expériences et sa rencontre avec des poètes de langue naturelle, celle des Aztèques, sont à l'origine de son essai magistral, Le rêve mexicain ou la pensée interrompue, qui postule que la rencontre avec les conquistadors espagnols a détruit les civilisations amérindiennes, institué le colonialisme et mondialisé l'esclavage. Le Mexique, plus précisément le voisinage de Paricutin, le plus jeune des volcans mexicains, jaillit de terre en 1943, lui inspire également un roman, Uranien, qui confronte la communauté de Campos, où l'on apprend la vie dans le ciel et la nature, et Emporia, un centre de recherche anthropologique où règne jalousie, rivalité et mépris d'autrui. L'Asie aussi. La Thaïlande, où en tant que coopérant en 1968, il dénonce la prostitution enfantine dans une interview au journal Le Figaro, ce qui lui vaut une expulsion en bonne et due forme. La Corée du Sud, où il enseigne la littérature à un public féminin et où il écrit son roman Les Tournelles de la faim. L'océan Indien et ses îles, surtout l'île Maurice. Au début des années 1970, il découvre le pays natal de son père, Raoul, et explore l'île Rodrigue, où vécut un grand-père, magistrat, qui démissionna à cause de son hostilité à la peine capitale pour devenir chercheur de trésors. Un roman de chercheur d'or et un carnet de voyage à Rodrigue marque cette étape cruciale. Puis il se rend à l'île Plate, où séjourna en quarantaine Alexis, son grand-père maternel. L'île Maurice revient ici comme une ritournelle dans ses romans, dont La Quarantaine, Révolution et Allemand. Ces voyages le mènent même vers un continent invisible, un lieu sans reconnaissance internationale, l'Océanie. C'est le voyage à bord du Trois-Mâts, la Boudeuse, à la découverte du peuple de l'eau, décrit dans son livre Raga, approche du continent invisible. En somme, un itinéraire qui passe par la plupart des aires géographiques et culturelles du monde, et une œuvre qui, prenant sa source dans ces aires,
les rassemble par la grâce de l'écriture et paradoxalement les transcende pour atteindre l'universel. Non pas un universel décharné, mais riche de tous les particuliers. Voilà pourquoi son œuvre, fiction et non-fiction, est un véritable manifeste pour l'interculturel. Je vous remercie de votre attention. Oui, je me souviens, il y a 1 an, on était à côté, si mes souvenirs sont bons, on n'était pas dans cet amphithéâtre-là, mais c'est identique à celui-là. On était à côté et on avait ce colloque, qui c'était Regard croisé sur l'œuvre de Jean-Marie Le Clézieux. Et je me souviens, un peu plus tôt l'an dernier, Issa était venu me voir pour me dire, voilà, il faudrait qu'on marque les 80 ans de Jean-Marie Le Clézieux, et ce colloque doit être organisé. Et il proposait aussi en même temps de coïncider ça avec les 75 ans de l'anniversaire des Nations Unies. Quoi de plus beau. C'était quelque chose de très important. Comme d'habitude, je ne sais pas dire non. Sans trop savoir, j'ai dit oui. Je ne sais pas si c'est une qualité ou plus un défaut maintenant, que Sachita me l'ait rappelé un peu plus tôt. Donc je vais faire un peu plus attention maintenant quand je dis oui. Mais là, c'était vraiment justifié. Et je me réjouis vraiment qu'un an plus tard, on aurait pu le faire plus tôt, mais à cause de Covid, etc., on a dû donc pousser jusqu'au mois d'octobre. Et je me réjouis qu'on ait maintenant publié les actes du colloque, et grâce au travail des 3 personnes que vous voyez ici, qui ont mis les efforts nécessaires. Et je veux aussi remercier notre presse universitaire, presse de l'Université de Maurice, qui a mis tout ça ensemble dans un temps très très limité, je dois dire, mais qui a fait un bon travail. Et ça c'était aussi donc l'occasion pour moi de dire que, au-delà de cette publication, tous les auteurs mauriciens ici, sachez que nous avons maintenant une presse Université de Maurice qui se lance de plus en plus dans la publication des ouvrages, non seulement des auteurs mauriciens, mais d'autres. Et vous êtes tous invités à envoyer, ça ne coûte pas cher, mais ce serait très très bien pour nous de recevoir vos écrits, et je pense que c'est à travers ça que notre presse universitaire aura donc toute la reconnaissance nécessaire. Il faut savoir aussi que cette semaine, on célèbre notre semaine de l'innovation. Donc ça a commencé lundi, toute une semaine. Ce matin, jusqu'à 12h35, j'étais dans une rencontre avec l'industrie, ici même, dans cet amphithéâtre, et nous étions en train de discuter sur tout ce que nous avons mis en place. On a mis en place 5 clusters avec l'industrie, et quelles sont les avancées, qu'est-ce qu'on a pu réaliser avec l'industrie. Et nous avions, comme on dit en anglais, the big captains of industry, et ils étaient tous là, et c'était une réunion très intéressante. Et juste le temps de partir à mon bureau et de revenir pour cette rencontre-là, mais juste après, on a un autre cluster, cette fois-ci des universités publiques et privées. On a une semaine très riche donc, en événements, et dont le thème pour cette année, pour cette 2e édition de la semaine de l'innovation, c'est Sustainable Innovation in the Making. Je crois que Sachita m'avait traduit ça en me disant c'est développement durable en devenir. C'est vrai, ça peut être, mais je trouve pas que c'est pareil. Je suis pas spécialiste donc de la traduction, à part ce que j'ai fait quand j'étais donc au collège, mais je trouve que c'est pas la même traduction. Ce développement durable en devenir, bon. In the making, c'est quelque chose d'autre. C'est un peu quelque chose d'autre que je voulais traduire. Et ce qu'on veut, c'est vraiment démontrer comment on est en train de réaliser ce développement durable, qui est très important. Ce n'est pas uniquement l'innovation, mais c'est l'innovation durable. Les gens n'aiment pas beaucoup le mot soutenable, mais je crois que l'innovation soutenable
est donc le terme qu'il faut. Et si je mets beaucoup d'accent là-dessus, c'est parce que l'an dernier, quand j'avais fait mon speech, mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a pris du temps. Quand on m'avait dit qu'il fallait que je fasse un speech, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais parler? Je suis complètement ignare en matière de Jean-Marie Le Clésio, plus ignare de vous tous ici, et qu'est-ce que je vais bien pouvoir parler? Donc j'ai mis du temps à écrire ce que j'avais à dire, et heureusement, merci Issa de n'avoir pas cité cette partie-là de ce que j'avais dit, sinon je n'aurais rien eu à dire, donc je vous remercie pour ça. Et Jean-Marie Le Clésio avait, dans mon discours, il avait dit, il reconnaît, et donc je le cite, je crois beaucoup à l'écologie, c'est mon vrai combat, je ne suis militant d'aucune cause que celle-là, l'équilibre. À propos d'équilibre, il dit aussi ceci, le mouvement est facile à affoler, l'équilibre est facile à détruire, de quoi nous faire réfléchir. Extraordinaire ça. Et il dit aussi, il interpelle l'humanité sur l'urgence de la défense de l'équilibre écologique, appelle l'homme à réviser ses rapports à la nature. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit ça, mais j'ai dû trouver ça quelque part. Je pense que c'était probablement 88 par là, il me semble. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc quand on dit qu'il n'est pas, c'est pas un activiste, je pense qu'il est. Il défend ce concept de développement durable, d'écologie, de la nature. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et si je rappelle ça, c'est parce que dans moins de 11 jours maintenant, le 31 octobre, COP26 démarre, donc à Glasgow. Et il est question de l'avenir de notre planète. Vous vous rendez compte? On avait prévu 1,5 degré d'augmentation de la température en 2050, et on va arriver à 2030, 2031 à 1,5 degré. Et d'ici 2060, 2065 ou un peu plus, déjà 2 degrés. Ça va être une catastrophe. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que les auteurs pourraient écrire à ce moment-là, mais s'ils auront l'énergie pour pouvoir écrire. Mais ça va être compliqué. Donc, et quand Jean-Marie Le Clésio nous rappelle ça, c'est que il a vu tout ça. Il a vu tout ça bien avant les autres. Donc ça c'est ce que je voulais dire. Et quand Jean-Marie Le Clésio parle de développement durable, il parle d'écologie, il ne parle pas que d'écologie. Il parle de la nature. Vous savez, il y a une différence énorme entre le développement durable, sustainable development, qui est en train d'être un concept qu'on est en train de mettre un peu plus donc, de côté de nos jours, pour passer plus au concept de régénération. La régénération, c'est beaucoup plus proche de la nature. J'avais pour vous aider un petit peu à comprendre ça, je vous dirai ça. Je vous dirai la différence qu'il y a entre, je cite en anglais, et c'est très intéressant, je trouvais ça très parlant. Sustainability is generally understood as a concept that focuses on doing less bad to sustain the world for future generations. Hein? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Le développement durable, c'est un développement économique en tenant compte de l'environnement et du social, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter que ça impacte trop sur le social et sur l'environnement, n'est-ce pas? Alors que le concept de régénération auquel on est en train de tendre dit regeneration prioritizes doing more good over doing less bad. Vous voyez toute cette différence? C'est-à-dire, l'autre c'est doing less bad, ça c'est plus doing more good, c'est plus positif. C'est très intéressant ça. Et Jean-Marie Le Clésio justement parle de ce rapprochement à la nature. Get down to basics. Get down to basics. Je crois que c'est ça qui est important. Comment revenir donc, au basique, parce qu'on a été complètement submergé par le progrès économique, etc., etc. Et comment arriver au basique?
durant donc la pandémie, l'an dernier, j'ai 2 filles, elles sont grandes, elles sont plus l'âge pour donc m'écouter. Donc je leur disais, où en sont là vos grandes marques, là, les marques que vous voulez acheter, etc. Où en sont ces marques? On n'a plus besoin d'être super sapé, parce que, vous voyez, tout le monde, on trouve n'importe quoi, on met. Dès qu'on rentre chez soi, déjà dans sa cour, on est obligé d'enlever tout le vêtement. Vous vous rappelez de ça? Donc l'an dernier, donc se doucher dehors, on a un peu oublié tout ça, mais ça nous ramène au basique, hein, des choses beaucoup plus simples de la vie. Et c'est ça que moi, je ne suis pas nécessairement une grande lecteur des œuvres de Jean-Marie de Clésio. Je pense que j'ai un peu lu plus Malcolm de Chazal, à l'époque où j'étais en France. J'adorais Sens Plastique. Donc ces aphorismes très écologiques et très nature. Très nature. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé même des choses où je disais tiens, c'est pas correct, il a mal interprété la mécanique quantique, il a mal interprété un certain nombre de choses qu'il n'a pas vu juste. Donc il y a aussi des choses que les grands auteurs n'ont pas vu nécessairement juste. Donc c'était ça le but de mon propos, c'est un peu de se rapprocher donc de la nature. Puis j'aimerais aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que donc Sachita m'a écrit 3 pages. Je me suis dit j'aurais pas le temps de lire ça. Mais je trouvais un extrait de ce qu'elle a écrit très intéressant. Vous avez écrit cet extrait-là. Alors, ces pensées et ces interrogations de Jean-Marie Le Clésio mettent en relief la relation mimétique que la littérature et les arts sont susceptibles d'entretenir avec le monde. À l'ère postmoderniste, où le relativisme et la différence sont inévitables, les écrivains et les artistes ne devraient-ils pas sortir de leur confinement esthétique afin de s'impliquer davantage dans le monde? Je trouvais ça bien, je trouvais ça joli. Je me suis dit, je vais garder cet extrait-là. Parce que, oui, je suis d'accord. Mais je ne savais pas qu'ils étaient dans un confinement esthétique. Bon, bon je suis obligé de faire cette remarque-là. Moi qui suis plus scientifique, hein, donc vous l'avez compris, c'est de bonne guerre. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne lecture des actes du colloque, qui, comme Sachita l'a dit, seront bientôt donc en numérique, vous pouvez accéder facilement. Je crois que c'est en cours d'être fait. Et encore bravo à nos 3 collègues ici pour avoir rendu cela possible et d'avoir réellement matérialisé, comme on dit, vous êtes arrivé avec quelque chose de concret. Et merci pour vous. On ne voit pas souvent le travail qu'il y a derrière, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail. Nous, on arrive là et on fait... C'est beaucoup de blabla, mais le travail, c'est vous. Et ça nous rend fiers, c'est qu'il y a des choses qui sont réalisées dans cette université qui sont intéressantes. Beaucoup de choses. Malheureusement, on est toujours décrié. On nous montre toujours sous un aspect beaucoup plus négatif que donc positif, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites dans notre université. Donc, venez vers nous, venez voir ce que nous faisons, et je crois que ça serait bien. Voilà, merci beaucoup. Nous invitons le vice-chancelier à remettre un exemplaire du...
Ouais.